Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visionary Minds. Aujourd'hui, je reçois Anne Boistard, la voix derrière Balance ton Agency, un compte et plus largement un travail qui a pris une place unique dans notre industrie. Rendre visibles des réalités que beaucoup ont longtemps préféré taire, des témoignages, des récits de terrain, des signaux d'alerte et surtout une question qui traverse tout. Qu'est-ce qu'on accepte comme normal dans nos métiers? Et à quel prix humain? Si je suis particulièrement heureux de la recevoir, c'est aussi parce que son travail fait écho à mon histoire. Avant de créer ma propre agence, j'ai moi-même connu une structure toxique, une expérience qui laisse des traces, une agence qui d'ailleurs a été épinglée il y a quelques années sur le compte Instagram de Balance Ton Agency. Alors, assez triste de cette expérience, j'ai décidé de créer la mienne. Avec cette expérience, je me suis presque aussi auto-convaincu d'une chose, qu'on peut réussir, on peut grandir et être ambitieux sans perdre son humanité, sans reproduire les mêmes schémas, sans faire payer la créativité au prix de la peur, de l'épuisement ou de la violence ordinaire. Je le dis aussi tout de suite, je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là non plus pour tirer à boulet rouge sur qui que ce soit, je ne parlerai pas des agences mentionnées sur le compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment autre chose, c'est comprendre. Comprendre ce que Balance Ton Agency a changé ou n'a pas changé, voir où ce mouvement nous a menés, se demander aussi honnêtement, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que le secteur s'est assaini? Et si oui, à quoi ressemble concrètement ce secteur aujourd'hui? Et sinon, pourquoi? Et puis, il y a une raison symbolique aussi. Cette année, on fête nos 10 ans et j'avais envie de marquer le coup autrement, de célébrer ce cap en mettant en avant une cause qui me tient forcément à cœur, la culture du travail, la dignité, le respect et la possibilité de faire ce métier sans y laisser sa santé. Alors Anne, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci d'être là. Je suis très, très heureuse aussi d'être là. Je suis très heureuse que tu aies pensé à moi et aussi très heureuse évidemment de visibiliser sur ces sujets, de parler de la santé mentale au travail, de parler du harcèlement au travail et puis de faire aussi un constat un petit peu de ce qui s'est passé depuis la création de Balance Ton Agency et que cette création fasse écho aussi à ton histoire. Ne m'étonne pas vraiment puisque il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été victimes en agence de pub, mais pas que. En fait de harcèlement au travail, de management brutal, et puis voilà parfois aussi d'agressions sexuelles, parfois voilà de choses qui sont évidemment répréhensibles par la loi. Donc on sensibilise sur ces sujets, on visibilise, et puis je suis très contente d'être là Mm. pour On en est parler. ravis de te recevoir. Et du coup, avant de parler du phénomène Balance ton Agency, j'aimerais qu'on commence simplement déjà par la personne qui est derrière ce compte, parler de toi, de ton parcours aussi, de ta sensibilité. Et je trouve ça important aussi de remettre l'humain au centre. Donc, du coup, première question. Aujourd'hui, Anne, qui es-tu et comment est-ce que tu te définis? Alors aujourd'hui, donc je suis Anne Boistard. J'ai créé le compte Balance Ton Agency en 2020. Je me définis comme lanceuse d'alerte, même si juridiquement je ne suis pas considérée comme telle. Et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans la pub. Et j'ai fait un burn-out en 2020, ce qui m'a finalement conduite à créer ce compte pour que on renverse aussi un peu la table et pour que en fait les personnes qui ont été victimes comme moi de harcèlement au travail et qui ont fini aussi parfois par faire un burn-out ne se sentent pas seules, se sentent écoutées, que ces personnes se sentent comprises et qu'on puisse aussi faire la sensibilisation sur le droit au travail pour qu'il y ait moins de victimes et aussi moins d'auteurs, autrices de harcèlement au travail. Et quelles études as-tu faites? Tu as dit que tu as fait des études de communication. Oui, j'ai fait des études de communication, donc j'ai fait Sup de Pub, Ok. une école, tu connais? Ouais, ouais, très bien. Bah, c'est Voilà, un peu il y a l'ISCOM, Sub de Pub, les les plus classiques. grandes, ouais, les plus grandes écoles de communication en France en tout cas. Exactement. Donc j'ai fait Sup de Pub et j'ai été plus particulièrement en conception-rédaction dans la branche pour être conceptrice-rédactrice, ce que j'ai été pendant 10 ans. Et voilà, j'ai un master en communication avec l'école Sup de Pub. Et donc première agence ensuite, une fois que le diplôme est obtenu, première entrée dans le monde de l'agence. Ouais, première entrée dans le monde de l'agence, donc c'était chez Publicis. Donc j'ai fait 6 mois de stage. Ensuite, j'ai fait 6 mois de CDD dans l'agence et puis ensuite 6 ans de CDI. Donc on est sur un chiffre intéressant à la fin. Euh, voilà, et ça c'était ma première expérience en agence, dans une grosse agence en plus, une agence avec beaucoup de budget, beaucoup d'employés. Et une agence finalement, c'était assez formateur en fait. C'est pas du tout là que j'ai vécu le pire, on va dire, dans ce secteur. Et justement, donc dans cette carrière, est-ce qu'il y a un moment, peut-être même anodin, qui peut résonner maintenant aujourd'hui d'une autre manière et peut-être aussi comme le point de départ de tout ce que tu as créé ensuite avec Balance ton Agency? Cette question elle est très intéressante parce que je suis arrivée dans la pub en 2013, donc on est quand même avant MeToo.
on est quand même Ouais. avant la sensibilisation sur la santé mentale. Donc il faut recontextualiser aussi. Je Mm. me souviens d'un moment assez particulier où en fait on était avec un directeur de création, je ne citerai pas son nom, dans une salle, et puis il y avait une femme qui présentait son travail, donc qui était planeuse stratégique. Et en fait, lui, il mettait la pression un petit peu sur le travail qu'elle montrait. Il lui disait que c'était vraiment pas bien, en des termes qui sont pas très élogieux. Et puis elle est partie en claquant la porte de cette salle. Et c'est là où il a dit, elle a ses règles ou quoi? Donc là, on est en 2014. Là, on a quand même, enfin moi je me souviens de cette sensation de oula, c'est pas vraiment normal qu'il dise ça, de la réaction des gens dans la pièce qui rigolaient. Et en fait, à ce moment-là, on n'a pas les mots. C'est-à-dire qu'on peut pas dire oh c'est sexiste quand même cette réplique, Mm. parce que on est en 2014. Même si le Mm. sexisme est déjà identifié, il a déjà une définition. À ce moment-là, nous on n'a pas les outils, on n'a pas vraiment ces définitions-là. On n'arrive même pas à caractériser les choses. Donc quand on n'arrive pas à caractériser les choses, c'est difficile de se dire bah tiens, ça c'est du harcèlement, ça c'est du sexisme, etc. Donc on se dit juste, c'est problématique, mais sans plus. Et je me souviens avoir écrit à cette femme après cette réunion en lui disant, voilà ce qui s'est dit en ton absence. Et moi, c'était vraiment à titre informatif, et je savais pas ce qu'elle allait faire de cette info, mais ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille à ce moment-là en me disant, bah, c'est pas normal. Voilà, ça c'est vraiment le premier point, la première chose dont je me souviens qui m'avait marqué en agence. Qu'on normalisait. Enfin, quelle a été la réponse d'ailleurs? Parce que Bah, en fait, on était habitués, en fait, à ça. ouais, c'était comme ça. C'était assez normal. Tout le monde rigolait dans la pièce. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, il Ouais. pourrait y avoir cette situation de manière, enfin, en tout cas, de manière aussi légère, donc, elle, sa réaction, bah, elle m'avait répondu, bah, merci de m'avoir Mm. partagé cette information. Après, elle en a rien fait. Mais aujourd'hui, au vu de la femme qu'elle est devenue, je sais que ça fait aussi partie de son cheminement et du fait qu'elle soit devenue féministe, une féministe très engagée, Mm. voilà, sur ces sujets. Mais enfin, c'est fou. On a commencé la communication en même temps. Moi aussi, c'était en 2013-2014. Et effectivement, tout ce que tu dis, c'était exactement ça. C'est-à-dire que on est avant MeToo. Et c'est vrai que ça paraît. En fait, c'est un peu un autre temps. On est peut-être devenu vieux, mais non, mais c'est c'est fou. Non, mais moi je me souviens, je commençais pareil comme toi, et puis j'ai fait aussi on a fait des demandes quand on a dit que l'on organisait cette interview avec toi. On a eu plein de messages de personnes qui nous ont dit aussi au sein de l'agence. Moi j'ai mon associé qui m'a dit. Mais moi, on m'envoyait en rendez-vous commercial et quand on savait que la clientèle était plutôt masculine, bah, on me demandait de remonter un peu ma jupe. Ou, ou alors un directeur de la création qui va passer, qui va dire attends, reste dans la pièce s'il te plaît. Bah pourquoi en fait le meeting il est fini? Non, mais juste parce que ta présence elle me fait du bien. Et en fait, bah je sais pas, on va en parler, tu vas me dire si où on en est aujourd'hui, mais ça paraît tellement dingue et je me mets à la place aussi de toutes ces personnes qui rentrent, qui ont l'âge que l'on avait quand quand on a démarré. Tu vas me dire si on a encore ce niveau de toxicité, mais ça a existé et c'est pour ça vraiment qu'on a aussi tenu à faire ce podcast-là, c'est pour le dire, ça existe. C'est Oui, pas, voilà, le ça monde. existe. Ouais, et derrière l'image cool de l'agence, parce que l'agence c'est cool. Travailler en agence, c'était d'ailleurs aussi ce qu'on nous vendait, ce côté cool. On faisait des charrettes jusqu'à minuit et on en parlera aussi de ça, parce que il y a les pizzas qui sont offertes et ça aussi c'est cool. Mais du coup, le cool n'excuse pas tout. Donc ça, on va en parler. C'est intéressant que tu parles des charrettes parce que je fais de la Ouais. sensibilisation dans les écoles et Mm. déjà la Gen Z, elle sait pas ce que c'est. Ouais. Voilà, donc on est Bah déjà non. sur un truc et puis c'était très, pub la Mm. charrette. Ouais. Et même la définition du mot, elle est hyper intéressante finalement parce que moi j'avais jamais cherché à comprendre et à savoir d'où ça venait. Mais, c'est très particulier à la pub et c'est aussi très propre à une génération. Donc, c'est marrant que tu utilises ce terme, que la Mm. Gen Z ne connaît pas du tout et tant mieux. Et aussi, donc du coup, on a aussi tous une intuition de ce qui cloche dans certaines boîtes, mais on ne sait pas toujours mettre des mots dessus, ni forcément le repérer à temps. Et ça, j'aimerais qu'on en parle de ces signaux faibles, des mécaniques aussi qui s'installent, de la culture toxique. Selon toi, quels sont les premiers signaux faibles d'une agence qui commence à basculer ou qui est déjà dans une culture toxique? Par exemple, une personne qui va intégrer une nouvelle agence, quels sont les premiers red flags, on va dire?
Je le mets aussi dans ma sensibilisation que je fais auprès des écoles. En fait, les signaux, ils sont déjà à constater quand il y a le recrutement sur LinkedIn. Donc, on peut lire aussi dans la fiche de poste, je recherche un couteau suisse, nous sommes une entreprise familiale. J'en ai plein. J'ai, par exemple, on a un baby-foot. Enfin bref, j'en sais rien. Tous ces signaux-là que la Gen Z identifie très bien aujourd'hui sont déjà des signaux d'alerte. Et puis, on a aussi dans la phase de recrutement, donc quand la personne, quand on va être en phase de recruteur et qu'il peut nous... Alors déjà, s'il a du retard et qu'il ne s'excuse pas, on a aussi la phase d'entretien où il peut nous poser des questions qui sont illégales. Donc des questions sur, par exemple, est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on veut en avoir, est-ce qu'on est Hmm. marié, des questions en fait à partir du moment où c'est pas en lien avec le poste qu'on va pourvoir, c'est pas légal, voilà. Et puis on a aussi quand on visite, parfois on a la visite des locaux avec le recruteur, on peut regarder aussi si les gens ont l'air abattus en interne. Hmm. On a aussi cette sensibilité-là qui nous permet de ressentir si l'ambiance au sein de la boîte est saine ou pas. Donc, c'est des petits signaux. Il faut s'écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je préconise aux étudiants et aux étudiantes, c'est d'écouter le feeling, le ressenti qui en dit long déjà sur ce qui va se passer après. Et puis ensuite, quand on intègre une boîte, c'est évidemment de voir comment les horaires, la fiche de poste Hmm. si ce qu'on fait et correspond bien à la fiche de poste, si il y a des référents harcèlement, si toute la question du CSE est très claire, donc si tout est affiché pour qu'on sache exactement qui contacter en cas de problème. Voilà. Après, il y a l'égalité salariale. Si au même poste, un homme est mieux payé que nous ou pas, s'il y a Ouais. aussi une vraie mixité, voilà, tout ça, c'est important de le voir. Et puis, en amont, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Il faut regarder un peu les réseaux sociaux de l'entreprise. Si, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'images de quelque chose de très corporate, tout le monde avec sa casquette, le nom de la boîte Hmm. écrit, avec on est trop content, c'est trop cool. Enfin, voilà, des choses qu'aujourd'hui la Gen Z rejette vachement. Voilà, donc il y a toute la partie avant l'intégration dans l'entreprise, la partie recrutement et ensuite la partie quand on est sur place. Hmm. Voilà, il y a beaucoup de choses à, en fait, à constater, Ouais. quoi. Et est-ce que pour toi, le monde de la communication est-ce qu'il nie encore le problème? Ou est-ce que ça a été quand même pris à bras le corps depuis Il y a quelques avancées, en fait. Hmm. C'est ça qui est compliqué dans ces cheminements-là, parce que c'est une déconstruction totale qu'il faut faire. C'est une réflexion aussi interne, une réflexion sur l'ADN de l'entreprise, une réflexion sur des façons de faire qui existent depuis des années. Alors là, si je parle que de la pub et de la com, parce que c'est systémique, hein, donc dans tous les cas, ça Hmm. touche tous les secteurs. Si je parle que de la pub et de la com, c'est une culture d'entreprise aussi. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a le côté très pub com, cool, on arrive à 10h, on peut finir tard, mais en même temps, il y a des pizzas, c'est sympa. Enfin, moi, c'est ce que j'avais quand je travaillais chez Publicis. On finissait les charrettes, on finissait à 1h du matin, mais on était entre nous, on s'entendait bien. Et puis, on avait le taxi qui était payé. Euh, donc, euh, donc, en fait, effectivement, il y a cette culture de la pub, du côté cool, qu'il faut réétudier et revoir, avec l'alcool aussi, beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, parfois même de la drogue, hein, c'est un milieu où j'en ai Hmm. vu passer aussi. Et puis les vieux qui sont là, alors vieux, quand je dis vieux, c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont installés depuis longtemps, et en fait qui sont à des postes qui sont très haut placés, qui sont habitués en fait de la culture de la pub côté voilà, vieux de la vieille, avec du sexisme ordinaire, avec, en fait, des gens qui jettent Hmm. les créations des créatifs en disant: «C'est Ouais. de la merde, tu recommences», enfin, voilà. Et donc tout ça, ça a changé quand même, hein, mais ça prend du temps. Et aujourd'hui, non, on n'y est toujours pas, hein. Il y a qu'à voir même le féminisme en soi. Le MeToo a quand même fait a fait bouger des lignes. Mais quand on voit que, en fait, voilà, même au sein même de la politique, des personnes qui ont été accusées de choses et de faits très graves qui sont toujours en place. En fait, voilà, faut toujours regarder ce qui se passe tout en haut pour comprendre ce qui se passe plus en bas et comprendre pourquoi ça ne change pas si vite. Voilà, c'est une évolution des mentalités aussi, une évolution de la culture française, parce qu'il y a une culture à prendre en compte qui est la culture française. Donc il y a la culture de la pub, la culture française, euh,
tout ce qui se passe en politique pour faire un peu un état des lieux après de l'évolution de la publicité du secteur. Et voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte en tout cas. Et est-ce qu'il y a un témoignage depuis toutes ces années qui t'a particulièrement bousculé ou marqué? T'en as reçu des centaines, des milliers de témoignages? Mm. Oui, j'en retiens un parce que en fait c'était pas la personne qui témoignait directement, c'était pas la victime qui témoignait, c'était des gens qui témoignaient pour elle en disant en fait il y a une femme qui avait reçu, enfin qui était stagiaire et qui était en dessous d'une étagère avec plein de lookbooks qui étaient disposés. Et un jour, cette étagère-là lui est tombée dessus. Donc, c'était plusieurs Ouais. kilos de livres. Et donc, elles étaient deux stagiaires à s'être retrouvées en dessous. Et elles ont fait des semaines d'hôpital. Et elles voulaient donc porter plainte contre cette personne, en tout cas contre l'agence, puisque elle doit garantir la sécurité des salariés, hein, la personne qui tient cette agence. Donc, ça n'avait pas été le cas. Et en fait, il y avait eu beaucoup de témoins à l'époque, une vingtaine, mais aucun n'avait été prêt à témoigner en justice pour elle. Et à l'époque, donc ça faisait déjà 8 ans que ça s'était passé, ça faisait 6 ans qu'elle était en justice contre la femme qui dirigeait cette agence, et en fait, il lui manquait des témoignages. Et donc, je me souviens qu'on avait retrouvé la victime, parce que du coup, c'était des personnes qui témoignaient de ça, mais donc j'avais relayé les témoignages, on avait fini par retrouver la victime de cette affaire, et cette victime disait, en fait, j'ai toujours pas assez de témoignages, voilà, est-ce que les gens sont prêts à témoigner pour moi? Grâce à la visibilisation de ce Eh témoignage, ouais. finalement, on avait eu 6 ou 7 personnes qui avaient été d'accord pour témoigner, et elle a gagné. Mmh. Voilà. Et donc, c'est là où je me dis, finalement, effectivement, on est sur les réseaux sociaux, c'est souvent du virtuel, on ne sait pas exactement concrètement ce qui se passe et ce qui évolue. Et là, on avait un exemple concret en fait, de l'efficacité aussi des réseaux sociaux, de la visibilisation de ces témoignages et du fait qu'elle gagne derrière en justice et qu'elle trouve réparation grâce à ça. Ouais. Mais il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, on le disait, les choses sont en train de changer et du coup, je voulais te partager une étude qu'on a faite, auprès des personnes de notre communauté. Alors on a, 5 000 personnes qui suivent le compte de l'agence et donc à la fois des clients, des personnes avec lesquelles aussi on collabore ou juste des artistes ou des jeunes aussi qui nous envoient souvent leur CV. On a posé plusieurs questions. La première qu'on a posée, c'était dans ce sondage, si une agence a une excellente réputation créative, mais des retours négatifs sur sa culture intense, qu'est-ce que vous faites? 62% ont dit qu'ils passaient leur tour, 35% hésitent, 3% disent je travaille quand même avec eux. Et j'aimerais avoir ta lecture là-dessus parce que, qu'est-ce que ça t'inspire sur l'évolution justement du rapport de force et sur ce que l'industrie sous-estime encore aujourd'hui? Alors, il est intéressant ce sondage et ça aurait été encore plus dingue d'avoir le même sondage 10 ans avant. Ouais, Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des personnes, ouais. enfin, la majorité des gens, et même notre génération, hein, parce qu'on parle beaucoup de la Gen Z depuis tout à l'heure, enfin moi, mais en fait, notre génération aujourd'hui, elle recherche aussi une stabilité, un équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ils vont consacrer beaucoup plus enfin, en tout cas, ils vont être beaucoup plus alertes sur leur santé mentale et sur comment la protéger qu'avant. Et je trouve ça intéressant parce que les entreprises aujourd'hui, elles doivent considérer ça. Parce que le fait qu'elles soient créatives ne suffit plus aujourd'hui Mmh. à attirer des personnes. Et voilà, ça change. Le Covid a aussi changé énormément ce point, puisqu'on a aussi été, malgré nous, enfermés. On a fait une Mmh. pause et on s'est dit finalement, j'ai plus très envie. Enfin, il y a une quête de sens que je recherche, que je ne retrouve plus en agence, parce que cette quête de sens-là, en agence, c'est pas évidente, hein, quand on travaille sur des aspirateurs, des voitures, alors qu'on nous parle d'écologie, on nous parle de bien-être au travail, de liens. Mmh. Voilà, il faut qu'on se lève le matin et qu'on ait quand même envie d'y aller. Et aujourd'hui, voilà, il y a vraiment quelque chose à prendre en considération. En tout cas, les agences, elles doivent vraiment se dire comment est-ce qu'on travaille sans quête de sens sur certains sujets, mais en leur apportant aussi ce confort interne, ce confort aussi de prendre en compte ces sujets sur la santé mentale et de les protéger et de les écouter, etc. Donc ça, c'est assez nouveau et c'est assez intéressant comme changement. En fait, ça a été beaucoup plus brutal que s'il n'y avait pas eu le Covid. Mmh. Le Ouais, Covid mais a accéléré les choses sur ce sujet.
Mais c'est fou parce que, il y a plein de souvenirs qui remontent, là en discutant. Mais c'est vrai que quand on démarre aussi, on accepte, alors les horaires, le même rien que le salaire aussi. Aujourd'hui, enfin moi quand j'ai démarré, je peux le dire, j'étais à 26 K. Aujourd'hui qui démarre et mon associé avait démarré à 24 K. On a démarré la même année. Qui accepte ça pour des logos de. Alors après, c'est bien, t'as la belle agence, tu te dis, bah, allez, je fais l'effort parce que c'est un beau nom, et derrière, peut-être que. Mais en attendant, Non. et aujourd'hui, enfin, je pense que t'as aucun jeune qui sort d'école et qui accepterait une telle chose. Du coup, ils Même, comprennent. ouais, Oui, non, non, ils comprennent pas parce qu'ils se disent, oui, mais bon, en même temps, nous, voilà, on n'a pas l'argent et aujourd'hui, ils veulent à la fois l'argent, le respect au travail, machin, l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, ils ouais, se disent, génération d'assistés, ils ont rien compris. Nous, on n'a pas vécu ça. Nous, en fait, on a trimé. En fait, c'est ouais, vraiment ça aussi. On a un ouais. espèce une duel, enfin, deux mondes qui s'affrontent entre Mm. notre génération qui a dû vraiment galérer. Moi aussi, j'ai commencé comme toi à 26 K à finir à pas d'heure. Et une Faire ses génération armes. ouais, voilà. Et en même temps, c'était formateur, etc. Et cette génération-là qui accepte pas du tout, plus du tout ça. Il faut composer avec les deux générations, voire les trois générations, en fait, qui travaillent aussi ensemble, main dans la main aujourd'hui dans les agences. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Covid a vraiment accéléré ces choses. Normalement, il n'y a pas un moment, enfin, en tout cas, c'est pas aussi brutal que ce que ça l'a Mm. été avec le Covid. Donc, c'est encore plus difficile aujourd'hui de trouver un terrain d'entente entre ces générations. Il y a vraiment une vraie fracture entre les deux. Et voilà, les agences, elles doivent s'adapter aussi aujourd'hui aux demandes, aux envies de cette nouvelle génération qui n'accepte pas ce que nous, on a pu accepter auparavant. Mm. Et pour revenir aussi sur la philosophie de Balance ton Agency, l'idée, en tout cas avec ce compte, c'était de révéler sans démolir. C'était en tout cas, et ça d'ailleurs, on entend souvent. Alors c'est tout souvent des critiques qui sont faites par les personnes qui sont mises, d'ailleurs, qui sont mises sous ton radar, qui disent que c'est une chasse aux sorcières, que c'est le tribunal d'Instagram. Et quand on te suit, on voit vraiment aussi qu'il y a une ligne, qu'il y a une méthode, il y a aussi une volonté de faire les choses proprement. Comment est-ce que toi, tu as pensé et assumé aussi la manière de mettre ces révélations en lumière sans tomber dans la calomnie? Parce que l'équilibre peut être compliqué à trouver. Ou. Il l'est. Euh, En fait, quand j'ai créé ce compte-là, au départ, déjà, j'aurais jamais imaginé que ça allait prendre cette ampleur. Hmm. Jamais. C'est-à-dire que je sortais d'un burn-out et j'avais pas envie de retourner dans une agence problématique, dans une agence malsaine. Et donc, je m'étais dit, je vais créer un compte. Mais vraiment, je voulais faire un petit truc, une sorte de petite safe place où en fait, on se dit, bon, bah voilà, il faut pas aller dans cette agence. Cette agence-là est plutôt saine. Enfin voilà, ça partait pas d'une idée de je vais vraiment briser l'omerta, on va être 200 000, ça va être incroyable, on va renverser la table. Non, non, non. Moi, là-bas, c'était juste limite pour moi et pour les gens qui sont dans mon milieu. Voilà, donc on n'allait pas être très, très nombreux non plus. Hein, ça reste un microcosme, la pub quand même. Et de dire, voilà, de se donner un peu des tips et des bons conseils de va dans cette agence ou va pas dans celle-ci. Enfin, voilà, ça partait vraiment de ça. Et en fait, quand j'ai créé le compte, en 2 jours, on était 20 000. Donc là, j'ai compris qu'on était sur un sujet que j'avais pas forcément anticipé. Et donc, j'ai dû composer avec au moment où ça se passait. Et ça n'a pas été simple parce que je savais pas trop par quelle boule prendre. Et du coup, je me suis dit, la seule manière, en fait, de pas tomber dans la... Et encore, Hmm. je connaissais pas les définitions de la diffamation, etc. à ce moment-là. Mais en tout cas, la seule manière de me protéger, c'est de, un, rester anonyme parce que ça prend une ampleur considérable et je ne sais pas ce que je risque. Et deux, de parler d'une agence par laquelle je suis passée moi pour que je sois sûre de ce que je dise et sûre de ce que je lis et sûre de ce que je poste. Et Hmm. c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai parlé d'une agence, la première agence qui a été en story et en Hmm. publication, ça a été une agence par laquelle je suis passée. Et en fait, les gens qui m'écrivaient ont été des anciens salariés, des personnes en tout cas, des anciens collègues, et ne savaient pas du tout à qui ils s'adressaient. Ils ne savaient pas que c'était moi. Ouais. Donc, il y avait quand même déjà ce truc de on ne sait pas qui c'est, donc on peut même pas être certain de faire confiance, mais on a tellement envie de parler que c'est maintenant. Et il faut aussi se dire que c'est en 2020
Donc, on est en septembre 2020 à ce moment-là. Et que si moi, j'avais fait ça avant 2020, donc avant le Covid, avant qu'on se pose, avant qu'on réfléchisse vraiment sur pourquoi je fais ça, j'ai pas envie de revoir Michel qui me met la main aux fesses et de retourner au travail, prendre le métro, de resubir. En fait, on a vraiment fait une pause malgré nous. Et je pense que c'est cet épisode Covid-là qui a aussi permis cette libération de la parole sur les agences, parce que si les gens avaient été en open space à ce moment-là, je les vois mal, voilà, être hyper serein en train d'écrire j'ai subi ça avec les gens qui passent derrière, etc. Donc c'est un moment, un contexte et aussi une omerta à briser sur ce milieu qui était nécessaire et vital pour les gens. Et donc aujourd'hui, évidemment, les méthodes sont différentes qu'à l'époque. À ce moment-là, quand j'ai commencé avec cette agence-là, je savais très bien ce que je postais. Et j'ai vite compris que pour éviter la diffamation et pour éviter, voilà, injures, enfin voilà, parce que moi, il y avait aussi de la colère, il y avait quelque chose aussi de cathartique. Moi, il y avait une volonté aussi de me réparer et de parler d'un milieu qui m'avait tuée, en quelque sorte. Donc, il fallait aussi que je maîtrise ça de mon côté. Et donc, je me suis rapprochée d'une avocate qui est en droit du travail, en droit du travail, voilà. Et en fait, elle m'a un peu expliqué ce qu'était la diffamation. On a commencé aussi à faire des posts sur le droit du travail, à sensibiliser sur ces sujets. Et donc, j'ai appris énormément tout au début du compte. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me protège en demandant aux gens s'ils étaient vraiment passés par la boîte, de m'envoyer en fait leur contrat de travail, des éléments tangibles pour m'éviter des procès en diffamation, pour m'éviter en fait d'être décrédibilisée. C'est-à-dire que moi, si à un moment, parce que ça fait 6 ans que je fais ça, si à un moment on constate qu'en fait je fais pas du tout cette partie de enquête, je suis pas journaliste, hein, donc il fallait aussi que moi je Ouais. sois très précise sur ce que je dis. Si à un moment en fait on apprend que je fais ça juste pour me venger ou que je ne regarde rien, que voilà, je me protège pas avec des preuves, etc. Et ben, mon compte, il est décrédibilisé. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, c'est bon, on m'entend plus, le compte, il meurt. Enfin, Ouais, voilà. ouais. En fait, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'erreur peut nuire à notre image et peut nous coûter aussi quand on a des comptes comme ça. Donc, il faut faire très attention. Mais ça, je l'ai appris avec le temps aussi. Ça n'a pas été tout de suite. J'ai pas eu les outils tout de suite aussi pour voilà, pour être très très carré. Donc ça, je l'ai su heureusement assez vite. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de bad buzz Oui, dans sur l'autre ça, sur sens. mes méthodes. Ouais, ouais, sur mes Ouais. méthodes. Et concrètement, justement, comment ça se passe ton process de vérification? Enfin, comment ça se passe? Tu reçois un premier message, il y a une alerte qui commence, j'imagine, à se mettre en place dans ta tête, un deuxième. Oui, en fait, T'attends d'en avoir plusieurs avant oui, de. toujours. Alors, sauf si moi, comme j'ai été pendant plus de 10 ans dans ce milieu, je sais. Ouais, Je savais déjà ouais. quelles agences avaient voilà, des comportements, enfin, faisaient vivre du management brutal en leur sein, quelles agences étaient considérées, connues comme harcelantes. Voilà, j'avais quand même mon radar était quand même assez ouvert sur ça et j'avais cette expérience-là qui m'a aussi servi et permis de savoir si ce qu'on me disait était vrai ou pas, donc mon expérience personnelle. Et comment je fais? J'attends d'avoir des témoignages concordants. En général, j'attends d'avoir 5 témoignages concordants avant publication. Et ensuite, je leur demande évidemment des pièces, le maximum de preuves pour que par la suite je sois aussi protégée et que eux le soient. Je les préviens aussi du risque. Ben, c'est pas toujours évident quand on parle de quelque chose qu'on a vécu et qu'on a dans notre chair, de voir aussi ce témoignage qui est posté devant des milliers de personnes. Donc il faut aussi se préparer à aller regarder, re-regarder dans les dossiers, dans les WhatsApp, dans les Mmh. mails. C'est un vrai travail et c'est un vrai travail sur soi. Et aussi, c'est quelque chose voilà, qu'on n'appréhende pas toujours parce que on a sur le moment très envie de parler de notre vécu, mais il faut aussi penser à qu'est-ce que ça va remuer en nous, voilà, qu'est-ce que ça va révéler, qu'est-ce que ça va rouvrir comme Mmh. cicatrice un petit peu fermée. Donc voilà, il y a tout un travail de préparation. Il faut aussi être très à l'écoute, dans l'empathie, donner les bons numéros à ces personnes-là, parce que parfois on me Ouais. témoigne aussi de choses qui relèvent quand même, voilà, du pénal. Et donc, c'est leur donner les bons outils pour qu'ils puissent aussi se prémunir, se défendre et se protéger. Donc, non, il y a beaucoup de choses
Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et comment, parce qu'on entend souvent ça, encore une fois, ça vient toujours des personnes qui sont mis en lumière dans Balance Ton Agency, qui disent, c'est une vengeance. Mmh. Hem, c'est une vengeance, de toute façon, elle ou il nous posait un problème et depuis le départ, machin. Comment est-ce que tu peux, toi, enfin, est-ce qu'il y a, j'en sais rien, une manière de voir un, un- un témoignage véritable d'un témoignage qui ressemble plus à une vengeance, ou enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui Mmh. peuvent dire, c'est une vengeance? Ou alors ces personnes, parce qu'on a aussi fait une enquête de sondage là-dessus sur, des personnes qui, quand on leur a demandé, quand des témoignages anonymes émergent publiquement, 80 disent qu'il y a pour eux forcément un fond de vérité. Il y en avait une dizaine de pourcents qui nous disaient qu'ils préfèrent attendre une décision de justice, et 10 qui disaient: «Ça dépend», donc une sorte de confiance, mais aussi une attente de rigueur. Mais Mmh. donc on voit que ça a quand même, encore une fois, si on avait repris ce sondage-là 10 ans plus tôt, les stats n'auraient pas du tout été les mêmes. Mais comment est-ce que tu peux rassurer? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui vont, dire: «Mais attends, est-ce que c'est pas du quelqu'un qui cherche juste à se venger?» À partir du moment comme enfin, tout à l'heure, tu me posais la question de comment est-ce qu'on est sûr déjà de la véracité, des faits Ouais, qu'on remonte. On a quand même, des témoignages concordants, donc à partir ouais, du moment où on peut avoir des 5 témoignages concordants, on est quand même assez certain de pas être dans enfin, que derrière, il y ait pas quelqu'un qui ait simplement un désir de vengeance. Alors une fois, ça a failli arriver, en effet, j'en avais que 2 témoignages et puis, j'ai vite compris qu'en fait, c'était des cas isolés et que c'était des personnes, en fait, qui sont parties en mauvais termes. Bah, ça arrive, très fréquemment, hein, même dans les témoignages, mmh, vrais ouais, que ouais, j'ai. Mais effectivement, là, on avait un désir de vengeance personnelle et j'aurais pu tomber dans le piège de la diffusion de ces témoignages et je les ai pas diffusés parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y en avait que 2 et ensuite quand j'ai parlé avec d'autres personnes de l'agence, qui étaient salariées et j'ai compris qu'en fait, voilà, ouais. elles étaient parties en très mauvais termes et donc, Ça elles étaient représentait pas, oui, par l'ensemble. rapport à la taille de l'entreprise, c'était un Mmh. peu étrange qu'elles soient que 2. Et donc voilà, ça mais ça peut ça oui, enfin, le danger est réel et c'est pour ça que je m'astreins vraiment à avoir un minimum de témoignages en amont pour être certaine de pas tomber dans le piège aussi de personnes qui ont simplement envie de se venger. Après, il y a beaucoup aussi de personnes qui disent, même quand il y a de nombreux témoignages, de personnes ou de personnes qui sont haut placées dans les agences que je dénonce, qui parlent de vengeance. Même aujourd'hui, dans le mouvement MeToo, il y en a qui parlent de vengeance, il y en a qui parlent de envie de qu'on ait voilà l'argent, la gloire, etc. En fait, la libération de la parole, elle est nécessaire et en fait derrière, il y a ni gloire ni argent, vraiment. Donc il faut aussi leur rappeler qu'en fait, il y a une vraie volonté de libérer la parole et que le désir de vengeance est un mythe aussi, Mmh. souvent. Le désir de vengeance ou des personnes qui acceptent tel ou tel fait, Mmh. pour, la promotion canapé, enfin j'en sais rien, ou pour monter, enfin voilà. Il y a quand même un mythe à déconstruire, et certaines personnes mettent ce mythe et ce faible pourcentage de gens qui ont envie de se venger ou de monter les échelons, de gravir les échelons et cetera et qui le mettent parfois en majorité. C'est-à-dire que, du coup, ils prennent ce mythe et ce petit pourcentage comme, un truc enfin, comme quelque chose qui n'est pas exceptionnel, mais comme quelque chose qui est, bah, qui arrive souvent et donc moi je demande à ces personnes-là de faire attention à pas élever quelque chose qui est au rang de mythe ou à faible pourcentage comme quelque chose qui est, général, majoritaire et cetera. Et est-ce que tu as vu des agences, peut-être des agences que tu aurais épinglées ou des agences que tu savais, toxiques, réellement se transformer au-delà juste du discours, hein, évidemment? Oui, oui, ça fait du bien, c'est rare. Ouais. Ça, c'est rare, mais oui, oui, ça existe. J'ai un exemple en tête d'une agence que j'ai épinglée tout au début et que moi, je savais très bien que cette agence était très problématique et c'était c'était des faits de violence physique, violence verbale, management brutal, harcèlement moral majoritairement. Et cette agence-là a été interviewée par un, un magazine spécialisé dans la com et a dit merci en fait
bah, merci à Balance ton agency d'avoir fait ça et Ouais. d'avoir mis en lumière tous ces propos et tous ces faits. Ça nous a vraiment permis de nous remettre en question de manière profonde en interne, aussi sur notre ADN, sur notre façon de faire. Ils ont revu tout leur positionnement. Alors, c'est pas qu'une question d'image, hein, c'est pas juste ils ont changé la charte graphique et leur logo pour passer sous les radars, mais ils ont vraiment revu en interne leur hiérarchie, comment faire un espèce de management euh, euh, horizontal, Mm. comment changer profondément leur manière de faire. Et donc ça, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce que c'est pas facile de se remettre en question et de se dire, bon, ben, on va prendre ce qui nous est arrivé comme, comme un message et comme une, euh, cette espèce de lumière rouge de stop, Mm. on arrête, on voit les choses autrement et on prend en considération la parole et tout ce qui s'est dit à propos de notre agence pour faire mieux et différemment. Et Est-ce que ça, tu... Ouais, c'est trop bien. ouais, c'est canon. Mais est-ce que tu penses que les managers aujourd'hui font plus attention? Les nouveaux managers, je parle, ceux qui... Oui. Alors, moi, je me dis qu'il faut aussi plus attention parce qu'on a quand même une épée de Damoclès avec ces Ouais, comptes-là bah, qui rendent visible le management, le harcèlement, etc. Donc, ils ont aussi peur pour leur image. ouais, Moi, je pense qu'il y a une vraie peur pour l'image aussi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'image, elle est essentielle. Elle est hyper importante. Donc, il y a beaucoup la peur de l'image. Moi, j'aimerais bien que ça sorte un peu de la peur de l'image et que ce soit une réelle volonté de faire mieux. mm, Mais oui, il y a des, aujourd'hui, ils mettent en place bah, de la sensibilisation. Moi, je suis ouais, quand ouais, même beaucoup appelée aussi à faire de la sensibilisation dans les entreprises. Bon, surtout plus dans les écoles que dans les entreprises. Mais voilà, il faut aussi commencer. Pour moi, on devrait commencer limite en primaire, parce que quand on voit qu'il y a du harcèlement scolaire, et donc quand les enfants ne savent pas qu'est-ce que le harcèlement, où ça commence, où ça s'arrête, enfin voilà, pour moi, on devrait commencer très très tôt la sensibilisation sur ces sujets. Mais oui, je constate quand même qu'il y a une volonté de s'améliorer quand on fait appel à moi ou à d'autres, hein, à des personnes en tout cas qui sont formées sur la sensibilisation au harcèlement. Et on voit à partir du moment, enfin, on voit qu'à travers cette volonté de faire appel à nos services, on constate qu'il y a une envie de changer, une envie de faire mieux et différemment, oui. Et comment tu arrives à voir aussi l'agence qui a véritablement envie de changer et l'agence un peu bullshit qui va dire non mais c'est bon, on met en place un plan d'action, un cabinet externe, là c'est tolérance zéro là. Comment tu arrives à faire la différence que... Mm. Bon, après j'imagine que c'est aussi sur le long terme peut-être. Oui, ça met du temps, hein. Ouais, ça met du temps à mettre en place tout ça. Il faut faire un audit interne. Il faut que les gens se sentent assez à l'aise pour parler aussi. C'est-à-dire que moi, je préconise de faire des enquêtes qui sont anonymes, avec aucune mention du poste ou même de notre seniorité, de notre âge, de notre genre, pour qu'on soit vraiment pas identifié et qu'on puisse se sentir libre en fait de parler hein, sur l'entreprise. Donc, audit interne fait par un cabinet externe, ça c'est très important. Hmm. Soit par un cabinet d'avocats, soit par une entreprise externe, peu importe. Et puis voilà, mettre en place des questionnaires anonymes, bah voilà, parler, sensibiliser. En fait, il y a plein de choses à mettre en place. Ouais. Et comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment que pour l'image bullshit ou si c'est vraiment ou si c'est réel? Bah typiquement moi, quand je parle d'une entreprise et quand ils commencent à changer des choses en interne, moi j'ai des témoignages de gens qui vont me dire par exemple, pardon pour le bruit, hein. J'ai des témoignages de personnes qui vont me dire par exemple, oui voilà ils font ça mais en fait en interne il n'y a rien qui a changé, Hmm. c'est juste pour se racheter une image etc. Enfin, Ouais. La euh, tempête est passée, ouais maintenant voilà, on reprend une ouais, activité normale. exactement. Ouais. Et entre le moment où on a organisé cette interview et aujourd'hui, s'est passé un truc aussi très fort. Ton compte Instagram a été bloqué après la demande d'une agence mentionnée. Et c'était pas la première fois. Tu as déjà vécu des situations similaires. Sans te Mm. mettre en risque, j'aimerais aussi qu'on comprenne ce que ça raconte. Déjà pour toi, qu'est-ce que ça dit du pouvoir d'invisibilisation et de la manière dont certains essaient aussi de mettre en off une prise de parole? C'est ce qu'on appelle le danger de dépendre aussi des plateformes Ouais. comme Instagram, comme Facebook, enfin Meta, du moins, qui sont pas non plus, enfin, qui sont quand même dirigés derrière par des gens qui sont pas forcément fans de la libération de la parole. Donc la libération de la parole, elle est pas vraiment née sur les réseaux sociaux, hein, mais en tout cas, elle a eu un écho sur les Mm. réseaux sociaux. Aujourd'hui,
dépendre de ces plateformes, c'est très dangereux pour les lanceurs d'alerte parce qu'on voit très bien qu'en 2 secondes, on peut se faire strike le compte et qu'après, on n'a pas beaucoup de moyens de récupération. On n'a pas non plus un contact clair, défini pour appeler Meta. Enfin, voilà, on n'a pas un numéro. Ça passe que par des plateformes. Enfin, ça passe que par des choses qu'on remplit avec le maximum de preuves pour dire que voilà, c'était de bonne foi, qu'on n'a pas du tout voulu, quand on a utilisé l'image d'un mec pour le dénoncer, qu'en fait, oui, d'accord, les droits d'auteur, mais que c'était surtout pour illustrer un post à caractère informatif. Donc voilà, il faut remplir tout un tas de choses. On a affaire à des bots. En fait, on se bat contre un espèce de système de bots qui est très compliqué. En fait, c'est très compliqué de percer ce système pour arriver à un humain derrière. Donc, il faut vraiment avoir très envie de récupérer le compte. Et on sait que quand on le récupère, ça peut arriver une deuxième fois, une troisième fois. Donc, moi, j'ai toujours un peu peur. En fait, aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, aujourd'hui, c'est un peu une peur qui me. Alors, attendez, je vais juste dire. Parce que vous entendez le bruit derrière ou pas? Un petit peu, ouais, mais c'est pas très grave. Ok. Victor, on entend beaucoup le bruit. Désolée. Désolée. Je sais plus ce que je Tu disais. parlais des bots, tu parlais aussi du fait que c'était compliqué de retrouver son compte une première fois et que ça pouvait arriver une deuxième fois que ça saute. Voilà. Non, bah oui, oui. En fait, il y a une vraie volonté d'invisibilisation, pardon, de silenciation de personnes qui, en fait, ont des images à tenir et qui ont envie de nous faire taire. Et c'est pas si difficile que ça, hein, d'après ce que j'ai compris, puisque ça m'est arrivé 2 fois et c'est pas arrivé qu'à moi. Ce qui est très difficile, c'est de récupérer derrière. Donc voilà, et ça se fait de plus en plus parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un contact qui arrive, qui est pas directement chez Meta, mais qui a réussi à me remettre mon compte 2 fois et qui fait payer ses services. Donc ça Ouais, devient en fait un vrai business. J'ai même, alors moi, elle a été adorable parce qu'elle m'a pas fait payer, parce que voilà, elle sait que c'est pour la cause, pour une etc. cause, ouais. C'est pour une cause, mais en fait, j'ai aussi eu des personnes qui font ça et qui demandent 15 000 balles. Ah ouais. Et il y a un vrai business. J'ai une journaliste qui est sur le coup pour parler de ce business Meta. Des gens qui travaillent pas chez Meta, hein, mais qui ont accès à la plateforme et qui peuvent remettre notre compte ou qui peuvent faire bannir des comptes aussi contre une certaine somme d'argent. Il y a un vrai business derrière qui n'a pas encore été médiatisé et dont on n'a pas encore parlé, Ah, mais qui c'est existe. dingue. Ouais, bah oui, parce que toi, c'est pas ton métier. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que c'est pas un métier. On n'a pas fait ton métier, parce que je sais que Non, tu as un travail à côté. ouais, Tu as, comment tu te rémunères via les conférences que tu peux donner? Pas oui. tout le temps aussi, j'imagine. Alors, le problème, c'est que c'est souvent dans les écoles et que c'est pas forcément des écoles qui ont les moyens. Ouais, Les entreprises, ce serait le meilleur levier parce que les entreprises, les marques, etc., elles ont les moyens. Mais ouais. elles ont trop peur, parfois, de le faire et de faire appel à nous. Parce que derrière, si moi, par exemple, je dis, voilà, j'ai fait une intervention dans telle entreprise Hmm. et que je reçois des témoignages qui disent, ça, c'est du féminisme washing, du Ouais. harcèlement washing. Enfin, voilà. Donc, du coup, elles peuvent un peu avoir le revers de la médaille qui est pas très positif. Donc j'entends leurs craintes aussi et leurs freins, mais non, c'est pas très rémunérateur d'être lanceur d'alerte. Bah ouais. Mais, et mais par contre, dans ce que j'ai encore lu dans les commentaires que je recevais sur les dernières publications, dans la tête des gens, ça l'est. Ils disent, bah oui, tu fais ça pour l'argent, enfin voilà, ton business. Il n'y a Hmm. pas de business. Moi, je dois 20 000 euros à mon avocate aujourd'hui parce que j'ai 7 procès en diffamation. Donc j'ai choisi l'éthique vs l'argent. Et c'est un choix qui est Hmm. difficile parce que quand on a un enfant et quand on vit à Paris, Hmm. ben voilà, ça coûte cher que de mettre en avant les entreprises ou les personnes qui Hmm. agressent, harcèlent, etc. J'en... J'ai quand même des portes qui se sont fermées dans la pub, ça c'est indéniable. Hmm. Mais à côté de ça, j'ai aussi des portes qui se sont ouvertes en politique. J'ai travaillé pour Ouais. une campagne, enfin, j'ai travaillé pour un candidat à l'élection présidentielle, j'ai travaillé pour un député. Aujourd'hui, je travaille pour une association féministe et donc qui me rémunère et qui m'a choisi aussi pour mon militantisme et mon engagement. Voilà, donc pareil, hein, le député m'avait choisi aussi pour ça, il m'avait choisi aussi pour cet engagement et cette, le,
comment dire? Cette envie aussi, en fait, de mettre en avant des combats qui sont nécessaires pour avancer dans la cause, et cetera. Donc voilà, il y a c'est un peu Mm. à double tranchant. Heu, Après quand je demande aux étudiants, quand je fais de la sensibilisation, quand je leur explique un petit peu tout ce qui s'est passé, les procès, hem, aujourd'hui où j'en suis, mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, personne n'a envie de faire ça. Personne n'aurait envie d'endosser le rôle, Ouais. de vivre la même chose. Donc je constate et je vois bien que, bah, ça leur fait peur aussi, qu'ils ont quand même, qu'ils connaissent un peu les conséquences et que Ouais. pour autant, voilà, ils ont pas envie, ils auraient pas envie de faire la même chose, ils auraient trop peur. Ouais, c'est beaucoup de temps, beaucoup de moyens, tu le disais. C'est aussi mentalement ça doit être aussi une sacrée charge de recevoir tous ces messages, Oui. surtout quand on n'est Mmh. pas professionnel. T'as pas fait Ouais. d'études de psychologie? Non. Non, mais je veux dire, quand tu Non, reçois non, mais non. des personnes qui se disent brisées, qui t'écrivent, ça Ouais. doit je me mets aussi à la place de tes DM, ça doit quand tu ouvres les messages, ça doit pas être tout le temps simple. Non. Non. Non, 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 pas du tout, voilà, encore aujourd'hui, j'ai ouvert un message, qui m'a beaucoup touchée et j'ai pleuré parce que ça faisait vraiment écho à mon histoire. Ouais. Donc non, alors après, c'est vrai que j'ai pas été formée moi à la réception non plus de la parole et j'en ai peut-être un peu fait les frais au début parce qu'on peut aussi faire un burn-out militant et donc non seulement moi, ça peut me coûter aussi ma santé mentale, mais moi, si je les redirige pas vers les bonnes personnes, si je les accompagne pas et si j'ai pas de réflexion sur, OK, je publie, et c'est quoi mon premier truc? C'est de publier pour que, il y ait un Mmh. vrai écho sur cette agence, ou c'est de protéger aussi la personne qui est en train de me parler et qui est en syndrome post-traumatique potentiellement? Donc ça, je l'ai un peu appris, au fil des mois et j'arrive aussi à me protéger, oui, en faisant des pauses, je suis très, très bien entourée, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis moi, je sors d'un burn-out en 2020, c'est la raison pour laquelle j'ai Ouais. créé Balance ton agency, donc je connais aussi un peu les signaux d'alerte pour me protéger moi. Après, ça a pris énormément de place dans ma vie personnelle aussi. Mmh. J'ai ma fille qui s'appelle Olympe. Peut-être que si j'avais pas vécu un burn-out et traversé tout ça, je lui aurais pas donné ce prénom-là. Ça a changé toute ma vie, en fait, toute ma vision des choses, toutes mes relations amicales aussi. Euh, j'ai Ouais, une c'est famille fou, qui hein. est très très fière de ce que je fais, mais c'est aussi un moment quand j'étais anonyme et que pour eux je l'étais pas parce qu'ils savaient qui j'étais et qu'ils se retrouvaient à des dîners où les gens parlaient de Balance ton agency. Que ma mère, en fait, elle se retrouvait à ces dîners en se disant, en fait, là, ils sont en train de parler de ma fille, mais ils ont pas, enfin, ils savent pas que c'est ma fille qui est derrière. Donc, je suis à la fois fière, mais à la fois, je dois rien dire. Mais j'ai peur aussi d'entendre des choses négatives. Donc, il va falloir que je garde mon calme. Enfin, il y avait tout un truc très. Je pourrais écrire un livre d'ailleurs sur ça parce qu'il y a tellement de choses à dire sur tout ce qu'il y a Ouais, derrière l'engagement et tous les risques qu'on prend. Parce qu'il y a vraiment la face cachée de l'iceberg et plein de choses ouais. dont j'ai jamais parlé. Mais oui, oui, c'est un engagement en fait de A à Z. C'est pas un engagement que professionnel, c'est un engagement de la vie en fait. Si on doit maintenant regarder vers le futur, pour construire, bâtir cette nouvelle culture du travail, pour, on va dire, on va parler des antidotes, de ce qui marche, ce qu'on devrait aussi normaliser, ce qui change vraiment l'expérience au travail. Pour toi, à quoi ça doit ressembler le leader vraiment intelligent émotionnellement, le leader de demain? Enfin, en tout cas, quelle est la posture? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je le dis aussi, je pose cette question volontairement parce que je sais aussi qu'on a beaucoup de managers qui nous écoutent, Mm. et qui, bah, comme nous, en fait, n'ont pas forcément eu les clés, même dans les études. On avait beau avoir des cours de management dans les écoles de commerce, dans les écoles de communication, bah, en fait, ça s'apprend pas forcément, ou en tout cas, nous, on ne l'a pas appris. Quelles seraient les clés que tu donnerais? Bah, moi, c'est ce que je fais dans certaines entreprises, notamment plutôt dans le secteur associatif. Là, j'ai travaillé avec une association pour former les managers. Euh, Moi, j'ai pas de formation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est former les managers. Moi, j'ai pas eu de formation management, mais j'ai toute cette expérience de Balance ton agency avec tous les témoignages. Et en fait, ça, c'est encore. Alors, je dis pas que ceux qui ont fait des formations de management et qui forment des managers sont Mmh. moins bons que moi, hein. C'est juste en fait un autre aspect, une autre vision et une autre approche de la formation du management. Et donc, je fais ça sur 3 jours.
c'est une introspection incroyable qu'ils doivent faire. Ils s'en rendent pas compte tout au début parce qu'en plus, ils me voient, ils se disent, ah oui, donc c'est elle qui va nous apprendre la vie. Moi, je fais pas forcément mon âge et puis ils connaissent pas tout le background aussi, mais quand je leur fais un peu un état des lieux de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'a amené ici, à vous et qu'est-ce qu'on va construire ensemble, du coup, ils sont beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus OK de commencer cette formation. Et c'est une vraie introspection qui, en fait, je leur fais repartir de leur première expérience en management, de tout ce qu'ils ont accepté, de tout ce qu'ils ont enduré, Ah et ouais. de pourquoi parfois est-ce qu'on reproduit des schémas qu'on a nous-mêmes vécus. Ils comprennent aussi parfois qu'ils ont eux-mêmes été victimes. Donc ça, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai des personnes qui ont compris qu'elles avaient été victimes parfois même d'agressions sexuelles dans leur travail. Ils comprennent du coup pourquoi est-ce qu'ils sont les managers d'aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un... Il y a toute leur carrière et tous les gros moments qu'ils ont vécu en tant que manager et même avant d'avoir été manager en tant que manager. Et donc de retraverser tout ça avec eux leur permet de comprendre aussi aujourd'hui qui ils sont, pourquoi ils font ça. Et quand je leur fais bénéficier des outils aussi sur qu'est-ce que le harcèlement. Parce qu'en fait, il faut savoir dans les chiffres, il y a une étude qui est sortie, c'est une étude Case Social Ipsos qui est sortie sur les chiffres du nombre de personnes qui sont auteurs ou autrices de harcèlement sans s'en rendre compte. On est à un manager sur trois qui est auteur ou autrice de Ah ouais. harcèlement sans même le savoir. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce qu'ils ne connaissent pas la définition du harcèlement. Donc, il faut définir les choses. Donc, moi, je définis les choses avec eux. Je leur apprends qu'est-ce que le harcèlement moral, où il commence, où il s'arrête. Pareil pour le harcèlement sexuel, pareil pour les agressions sexuelles, etc. Et quand ils ont ces définitions-là, ils se disent waouh! Donc, en fait, de un, j'ai été victime, et de deux, je suis Hmm. potentiellement auteur ou autrice de harcèlement. En fait, sans Ah ces ouais. définitions-là, on va nulle part. On va nulle part. Et donc, ces chiffres et ces définitions sont essentiels à la bonne compréhension du management qui, en fait, est mis en place par le Ouais. manager lui-même. Ah, c'est hyper intéressant. Mm. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Comment est-ce que tu imagines l'avenir pour Balance ton Agency? À chaque fois, je me demande un petit peu quand... Alors, on sait quand ça a commencé, c'était en septembre 2020, mais je me demande un petit peu toujours quand est-ce que Hmm. ça va s'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter parce que tant qu'on n'a pas assaini le milieu, je m'arrêterai pas. Donc ça veut dire que je m'arrêterai jamais, parce qu'on n'arrivera jamais, enfin en tout cas de mon vivant, je pense que on n'arrivera jamais à l'assainissement du milieu de la pub et de la com, parce que tous les jours en fait, je découvre des nouvelles, des nouveaux témoignages, etc. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben moi, en fait, on peut me souhaiter d'arrêter. Ouais. Mais bon, encore une fois, je suis un peu fataliste sur la fin du harcèlement dans le milieu de la com et de la pub. Il faut juste que j'accepte que ce sera pas de mon vivant, mais que ensemble, parce que seule, je n'ai rien fait bouger. Hein. Si j'avais pas eu les témoignages, en fait, rien ne se serait fait. Donc, on peut nous souhaiter d'être toujours dans cette volonté d'assainir, dans cette volonté de libérer la parole. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des procès et quand dans les délibérés, il y a écrit que c'est dans un contexte de liberté d'expression, de liberté de la parole et dans un débat, que ça s'inscrit dans un débat d'intérêt général. Donc, que du coup, la justice me relaxe. Enfin, c'est incroyable quand même. Enfin, les réseaux sociaux sont allés quand même plus vite que la justice. Donc, quand je vois que la justice aujourd'hui, elle arrive à se mettre presque au même niveau, parce que c'est une question de mentalité aussi, mais Hmm. elle arrive presque à se mettre au même niveau que nous, ça veut déjà dire, enfin moi, si je suis pas condamnée, alors que je peux être considérée par certains comme la justice, le tribunal populaire, la justice des réseaux sociaux, je me dis, on a quand même déjà fait un pas considérable, Hmm. euh, même au niveau de ces institutions-là. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est qu'en fait, il continue à y avoir des jurisprudences sur des sujets du consentement, sur des sujets harcèlement au travail, etc. En fait, tout ça avance. Pas assez vite toujours selon nous, mais ça avance quand même. Et rien que de voir l'évolution, moi, voilà, Hmm. ça me fait très plaisir. Et on peut nous souhaiter, en fait, surtout, euh, bah de, d'avoir éveillé les consciences et d'avoir participé à ça, en fait, d'avoir participé à l'évolution des mentalités et à faire en sorte aujourd'hui que les gens soient crus et entendus. Hmm.
Pour clore cet entretien, j'aimerais qu'on termine avec ce que l'on appelle les rapid fire. C'est une session de questions. Là, l'idée, c'est que je vais te poser des questions. L'idée, c'est que tu réponds du tac au tac, au feeling, sans trop réfléchir, juste pour vraiment repartir aussi avec des phrases simples. Première question, est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire particulièrement? Une personne qui peut-être, d'ailleurs, pourquoi pas, pourrait très bien passer sur ce podcast? Quelqu'un qui te donne la force de continuer, qui t'a donné peut-être la force d'ouvrir ce compte? Ouais, c'est marrant parce que ça dépend tellement du moment. Là, aujourd'hui, je dirais ma fille, mais elle peut pas être dans le podcast parce Ouais. qu'elle a que 2 ans. Qu'est-ce alors, c'est du tac au tac, tu vois, c'est pas du tac au tac finalement. Je... En fait, il y en aurait tellement. Aujourd'hui, je peux quand même parler de mon avocate, en fait. Ouais. Bah, on Donc, peut dire son nom. oui, oui, oui. Alors, il y a eu la toute première. Pardon pour le bruit. Il y a eu ma toute. Alors, il y a eu ma toute première, la toute première avocate. Donc, elle, c'est en droit du travail. C'est Élise Fabing. C'est elle qui m'a tout de suite accompagnée à l'ouverture du compte et qui m'a écrit quand j'avais lancé le compte. Et quand j'ai vu qu'elle était avocate, je lui avais tout de suite écrit pour lui dire, en fait, il faut qu'on se parle parce que moi, Ouais. je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Et c'est pas elle qui m'accompagne dans les procès parce qu'elle n'est pas avocate pénaliste, mais elle m'a redirigée très vite vers une avocate pénaliste qui s'appelle Sandrine Dos Santos. Mm. Je vous donnerai le contact, qui est une avocate Mm. incroyable. Grâce à elle, en fait, elle fait des plaidoiries, mais de dingue. Elle a 7 dossiers avec moi, donc c'est énorme. Elle me fait pas payer le prix que je devrais payer de base. Mm. Donc voilà, c'est un vrai effort, surtout quand on sait le temps qu'elle met et qu'elle passe sur les dossiers. Ouais. Et moi, je suis admirative de sa force, de son courage, en plus avec 2 enfants. Et en fait, de la manière aussi dont elle est habitée quand elle plaide et de la manière dont elle est engagée aussi sur ces sujets. Et je suis ravie en fait de l'avoir rencontrée et je suis ravie aujourd'hui enfin, qu'elle soit mon avocate parce qu'on gagne les procès en diffamation oui, sur des sujets, comme je disais tout à l'heure, qui sont pas encore super évidents pour la justice. Donc, Mm. ouais, La Sandrine. deuxième question, c'est est-ce que tu as une pratique que toutes les agences devraient adopter immédiatement? Une première pratique, quelque chose peut-être la base de la base? La remise en question. Un comportement qui devrait disparaître à jamais du leadership et du management? Le diviser pour mieux régner. Un droit du travail que chaque employé devrait connaître absolument? Le droit du travail, harcèlement sexuel, les définitions harcèlement sexuel, harcèlement moral, agression sexuelle, harcèlement sexuel d'ambiance. Si tu devais reconstruire la culture des agences à partir de zéro, quel serait le premier principe? L'écoute. Si tous les managers d'agence t'écoutaient maintenant, quelle phrase tu voudrais leur dire? Je voudrais leur dire que ils doivent vraiment prendre en considération aujourd'hui la volonté de la génération qui arrive de d'avoir un vrai équilibre entre la vie pro et la vie perso et de réussir à composer avec cette volonté-là de manière saine. Un rituel personnel qui t'aide à te recentrer après des témoignages difficiles? Prendre ma fille dans mes bras. Une chose que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Surpris dans ouais, quelque chose que tu aurais peut-être pas dit, une passion, ça peut être, Mhm. Que je suis fan des jeux vidéo. lesquels? Voilà. Alors de la Nintendo, j'ai toutes les Ah, Nintendo, la NES, la Super NES. J'ai bah, bon, je vais pas toutes les faire, mais bon, GameCube, oui, et bref, Switch, etc., etc. Voilà, et que j'ai passé des heures à jouer à Zelda. Que c'est en fait c'est un vrai espace de. En fait, on coupe un peu de la vie de la vie réelle. On est dans un autre univers, et ça permet, enfin pour moi en tout cas, de vraiment couper et de d'être dans un autre espace où je me sens bien. comment tu définirais en une phrase le mot invisibilisation? En une phrase, Mmh, en une phrase. le mot invisibilisation. Volonté de cacher la réalité.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous invite vraiment à écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait. Il y en a sûrement un qui va résonner aussi avec vous, ce que vous vivez côté agence, côté client, côté humain. Et maintenant, on arrive à la partie la plus importante pour nous. Donc, je vais faire un truc. Je vais aussi passer en tutoiement parce que là, je m'adresse à toi, là qui m'écoute. Si cet épisode t'a plu, si tu as appris un truc, ou même si ça t'a juste fait réfléchir, bah mets-nous une note sur la plateforme. Et si tu as 15 secondes de plus, laisse-nous un commentaire. Une seule phrase suffit, c'est ce qui fait remonter le podcast, c'est ce qui nous permet de continuer à inviter des gens comme Anne, des personnalités qui nous inspirent. Donc merci à vous, merci à toi qui nous écoute. Merci Anne, et Merci à merci pour ton temps. C'était super, les questions étaient hyper pertinentes, intéressantes. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous et de savoir que ça va être écouté et que ça va aussi pouvoir, même, enfin, ce podcast fait aussi bouger les lignes, finalement, en invitant des personnalités ou voilà, des gens qui veulent vraiment assainir ce milieu. Donc, vous faites partie de la solution. Merci à vous. Merci. Bah, merci.